Bonjour. Donc on va parler de mesure de l'UX. Est-ce qu'il faut que je lance un chrono ou quelque chose? T'es là? Et tu me fais des signes. D'accord. Ok, donc mesure de l'UX, mesurer l'expérience utilisateur. Donc je suis Antoine Visonneau, je suis UX évangéliste et directeur associé d'UX République, qui est une agence de l'Alliance Xebia spécialisée dans la user experience. Alors, pourquoi mesurer l'UX? Le but, c'est d'améliorer l'expérience globale, de réduire les coûts de développement et de créer des produits ou des services qui vont satisfaire aux besoins des utilisateurs. Améliorer les performances et fidéliser les utilisateurs. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que l'UX? Est-ce que tout le monde est familier avec le terme UX? UX, c'est le U pour user et le X pour expérience. Donc, ce qu'on essaye de qualifier, c'est le ressenti du bénéfice qu'a l'utilisateur lorsqu'il interagit avec un système d'information, avec un site web ou avec une application. Notre but en tant qu'UX designer, c'est de créer une expérience agréable. Donc il y a une part de subjectivité qui va consister à qualifier d'une part le ressenti de l'efficacité et le ressenti de l'émotion. La perception de l'UX repose sur la façon dont il va percevoir son engagement émotionnel et puis la dimension rationnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, évidemment, on est des êtres très émotionnels. On est entouré d'une couche d'émotionnel. On va réagir de façon très rapide par rapport à un stimuli émotionnel et puis de façon plus lente par rapport à un stimuli rationnel. Là, on est obligé de réfléchir et du coup évaluer, prendre des décisions. C'est beaucoup plus consommateur en ressources. Donc la dimension d'engagement émotionnel a une part très importante dans la perception de l'expérience utilisateur. Il existe de nombreuses méthodes d'évaluation de l'expérience utilisateur. On peut les placer sur une matrice avec tout en haut le comportement, ce que les utilisateurs font, et tout en bas les affirmations, c'est-à-dire ce que les utilisateurs disent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on essaye finalement quelque part de comprendre ce que les gens pensent. Et on ne peut pas lire dans leur cerveau. Donc il y a ces différentes méthodes pour essayer de comprendre finalement quel est ce ressenti. Sur l'axe horizontal, on a un axe qui est quantitatif, combien d'utilisateurs, et puis qualitatif, pourquoi et comment. Donc quand on rentre dans la matrice, on va voir tout en haut à droite les tests utilisateurs. Donc c'est une des méthodes qu'on utilise énormément chez UX République, les tests utilisateurs. À droite en bas, c'est les interviews. Donc c'est le fait d'avoir des entretiens en direct avec les utilisateurs. Et puis quand on est du côté quantitatif, on va être sur des questionnaires, des sondages, ou bien tout en haut à gauche sur les analytics et l'A/B testing. Alors par exemple, comment on peut évaluer les émotions? La façon la plus robuste qu'on utilise aujourd'hui, c'est tout simplement des questionnaires. Donc c'est une approche déclarative. On utilise des échelles de Likert. Les échelles de Likert se reposent sur l'utilisation de plots linguistiques, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple 5, 6 ou 7 graduations, et en face de chaque graduation, on va mettre un terme. Du coup, par exemple, on pose une question, Wikipédia as a user-friendly interface, et d'un côté, c'est la réponse négative, et de l'autre, c'est la réponse positive. Et le fait qu'il y ait des graduations avec des plots linguistiques, ça fait que les gens vont avoir des réponses beaucoup plus cohérentes d'une fois sur l'autre, quel que soit leur état d'esprit à un moment donné. Donc ça donne une certaine robustesse à cette méthode qui est basée sur le déclaratif. Évidemment, il faut faire très attention à la formulation des questions, parce que ça peut impliquer des biais, la façon dont on formule la question, le fait qu'il y a quelqu'un qui pose la question, s'il a une posture d'autorité par exemple, il va aussi influencer la réponse. Et du coup, voilà, il faut faire très attention à la formulation et aussi à la proximité des questions les unes par rapport aux autres. Si on veut être extrêmement rigoureux, il faut faire en sorte de ne pas poser les questions toujours dans le même ordre par rapport aux utilisateurs. Enfin, il faut permettre de ne pas répondre. Si la personne ne sait pas, plutôt que la forcer à mettre une réponse fausse ou neutre, va lui permettre de ne pas répondre, ça évite de fausser les données.
On peut faire des choix sur le nombre de questions, c'est-à-dire le fait qu'il y en ait un nombre impair, ça va permettre à la personne de faire une réponse neutre. Tandis que s'il y a un nombre pair, elle va forcément basculer du côté positif ou du côté négatif. Donc la construction du questionnaire, c'est une tâche sur laquelle il faut consacrer un minimum de temps. Après, il y a tout un tas de méthodes de mesures physiologiques pour évaluer l'expérience utilisateur. Alors là, on rentre dans le domaine de la recherche. C'est par exemple Galvanic Skin Response ou mesure électrodermale. C'est le fait de mesurer les sudations et ça mesure en quelque sorte l'engagement de la personne dans la tâche qu'elle est en train d'accomplir. Sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est un joueur qui joue à un jeu vidéo de foot contre un ordinateur et on voit qu'au moment où il marque le but, ça reste plat. Et quand il joue contre un autre joueur, on voit qu'au moment où il marque un but, hop, il y a l'engagement qui décolle. Il existe d'autres méthodes, encore plus expérimentales, c'est l'électroencéphalogramme. Donc depuis quelques années, il y a des électroencéphalogrammes low cost. Ça a des résultats intéressants, mais qui sont en réalité pas complètement exploitables dans l'industrie, parce que le problème, c'est qu'on arrive un petit peu à accéder aux émotions, mais en réalité, si on bouge un doigt de pied ou si on a un cil, on cligne des yeux, ça produit un parasite qui est beaucoup plus important que ce qu'on essaye de détecter. Donc ça, c'est encore au stade expérimental, c'est intéressant, mais c'est pas encore complètement opérationnel dans l'industrie. Après, il y a des essais qui sont rigolos, qui sont basés sur la mesure des expressions faciales. Donc, il y a un ensemble d'expressions faciales qui ont été classifiées par Paul Ekman, qui est quelqu'un qui a travaillé notamment en consultant sur la série Lie to Me, qui permettent de classifier les émotions. Alors, il y a quelques outils, on va dire, expérimentaux qui sont développés dans ce domaine, mais qui donnent des résultats assez rigolos, où effectivement on arrive à qualifier, la machine arrive à qualifier dans quel registre d'émotion se trouve l'utilisateur. Voilà, donc on voit... Voilà, donc ça c'était par rapport à la dimension émotionnelle et évaluer l'engagement émotionnel. Le second axe d'analyse, c'est évaluer l'utilisabilité. Donc là, c'est un domaine qui est beaucoup plus robuste. Ça fait des années et des années qu'on travaille là-dessus en ergonomie. Et il y a des indicateurs comme par exemple la réussite aux tâches. Donc c'est quelque chose d'assez binaire. Est-ce que l'utilisateur a réussi ou pas à commander un billet de train ? Quel est le nombre d'erreurs qu'il a commises dans le parcours ? Est-ce qu'il s'est trompé sur la date ? On peut mesurer les hésitations. On peut évaluer aussi la compréhension de l'interface. Par exemple, on va demander à l'utilisateur, on va montrer l'interface à l'utilisateur et lui demander on le pointe vers une icône et on lui dit, à votre avis, que signifie cette icône ? Ou si vous cliquez sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer ? Et s'il donne la bonne réponse, on sait que l'icône est compréhensible et elle arrive bien à communiquer ce qu'on a imaginé qu'elle allait communiquer. Dans le cas contraire, non. On peut mesurer aussi les saillances, ça je vais en parler un petit peu après, et puis le temps de complétion. Avec une difficulté, le temps à accomplir une tâche, mettons que l'utilisateur mette 2 minutes à accomplir la tâche, à remplir le formulaire ou à acheter un billet de train. Est-ce que c'est un bon chiffre ? Est-ce que c'est un mauvais chiffre ? Du coup, il faut, d'une certaine mesure, être créatif dans la création du protocole de test, c'est-à-dire, par exemple, se mesurer soi, et puis mesurer la différence entre le temps que met l'utilisateur et le temps que moi j'ai réussi à mettre. En termes de science, on a un outil qui est très robuste aujourd'hui, c'est l'eye tracking. L'eye tracking permet de mesurer de façon efficace ce qui est vu et ce qui n'est pas vu. Donc on voit sur cette image, sur l'image de gauche, un bébé. Donc les visages, la reconnaissance des visages est câblée en dur dans le cerveau. Donc tout de suite, il y a l'attention qui passe dans le visage. Le but, c'est d'identifier si la personne est hostile, amicale, de décrypter son émotion faciale, son expression faciale. Donc on voit dans l'exemple de gauche, toute l'attention part sur le visage du bébé, et puis dans l'image de droite, comme le bébé regarde le texte, et hop, l'attention rebondit sur le texte. Donc c'est une construction beaucoup plus efficace en termes de communication et pour véhiculer le message. Alors, je vais vous présenter rapidement un retour d'expérience sur une mission d'optimisation de l'UX par la mesure. Donc, il s'agissait d'une start-up qui vend des produits, des malles qui contiennent des vêtements. Le problème qu'ils avaient, c'est que les gens arrivaient sur la page d'accueil, que ce soit en mobile, en tablette ou sur desktop, et il y avait énormément de rebonds sur cette page.
quelque part, quand on y réfléchit, on se dit qu'il y a en effet un côté porte de prison, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose de fermé. Avant de faire quoi que ce soit, je dois remplir un formulaire. Donc c'était avant d'engager la relation, avant d'engager la communication, je vous demande non seulement tout un tas d'informations qui peuvent être indiscrètes, mais aussi je vous demande du travail. Alors la démarche qu'on a utilisée, c'est dans un premier temps de la mesure. Donc c'était fait avec d'autres personnes, des gens de l'entreprise qui étaient notre client. Nous, on a posé des analyses et des hypothèses. On a déroulé un petit peu de guérilla testing pour valider les hypothèses. Ensuite, on a fait de la conception. Ça a été mis en production. Et à partir de là, on les a accompagnés dans l'étape de mesure. Donc l'A/B testing, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Nous, on est plutôt côté conception pour proposer des solutions par rapport à ce qui est mesuré. Et enfin, optimisation et mise en production. Donc les hypothèses, c'était qu'il n'y avait pas de lien avec la publicité Facebook qui menait à la landing, que les formulaires n'encouragent pas les utilisateurs à s'engager, que la promesse présentée sur les landing pages n'est pas assez explicite, qu'il y avait trop de champs obligatoires, les utilisateurs n'ont pas confiance en l'enseigne, manque d'éléments de réassurance et que le design des formulaires n'est pas assez user-friendly. Alors ces hypothèses, avant de commencer à faire du design et du développement, on a voulu les valider. Donc on les a validées avec une approche de guérilla testing, c'est-à-dire qu'on est allé au Starbucks Café avec 5 testeurs entre 35 et 44 ans, donc c'est typiquement dans la cible. Tout ça, c'est une information qu'on nous a donnée, que notre client nous a donnée. Donc on a mesuré, on a évalué la landing page sur un iPad. L'objectif, c'était d'analyser la perception, comprendre le taux de rebond, amener des pistes de solutions. On mettait un petit peu de contexte et le deal, c'était 10 minutes pour avoir votre avis et en échange, un café gratuit. Donc les hypothèses ont été validées très rapidement. Il y avait trop de texte, il n'y avait pas assez de rassurance, pas de témoignages. Il y avait principalement, ils n'arrivaient pas à comprendre la proposition de valeur. Du coup, on est rentré dans un cycle de design-développement. Donc c'est une démarche classique UX de conception où on commence par du sketching. On élabore plusieurs hypothèses d'interface. Au départ, c'est très, très grossier, c'est les grandes zones. Et puis, on rentre petit à petit dans le détail. Et puis, enfin, on fait un design graphique qui est beaucoup plus soigné, avec les icônes, les images, les boutons, les textes. Et puis, ça a été la mise en production. Alors, lorsque ça a été mis en production, il y a eu un cycle d'A/B testing avec une première version où le formulaire était en bas de page. Donc, vous voyez, il y avait un focus beaucoup plus grand sur la proposition de valeur dès le début, un grand visuel immersif, un call to action, et puis donc la page continuait par expliquer la promesse, comment ça marche, qui utilise ça, et puis enfin le formulaire. Et puis une deuxième version où le formulaire était en haut de page. Donc là, objectivement, d'un point de vue de conception, c'est extrêmement difficile de se prononcer, même si on fait de l'UX toute la journée, de savoir s'il y a une option qui va performer mieux que l'autre. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est tester. Donc les retours qu'il y a eu, c'est que la piste A, avec le formulaire la piste B, avec le formulaire en haut de page, performait mieux que la piste A. C'était x1,2, x1,3 ou x1,15, que ce soit sur... selon si le point de vue mobile, le point de vue desktop ou le point de vue global. Donc on est parti sur la piste B. Voilà, donc on est arrivé à la suite de ça. Donc les chiffres sont une fois qu'ils ont été consolidés, après quelques temps, le résultat c'est x1,5 sur desktop, x2,4 au global et x3,2 sur mobile. Donc, en conclusion, des objectifs atteints et dépassés sur mobile, on a augmenté le taux de, on a fait baisser, on a amélioré, c'est-à-dire fait baisser le taux de rebond et augmentation du taux de conversion sur mobile, des landing pages plus ciblées. Ce qu'il faut retenir, donc, on est arrivé à x3, donc ce qui est quand même un très très bon résultat, mais que ça, on y arrive par une méthode itérative alignée sur des améliorations continues, rapides à mettre en place.
Donc en synthèse, s'il faut retenir une chose, c'est que l'évaluation de l'UX fait partie du processus de conception. Ça ne doit certainement pas être quelque chose qui vient sanctionner la fin du projet, c'est-à-dire à la fin, hop, on teste. Donc ça fait réellement partie du processus de conception. Ça peut intervenir très tôt, même dans un design sprint. Donc je sais qu'il y a eu des présentations sur le design sprint ce matin. Au bout du 5e jour, on commence tout de suite à faire des tests. Donc il faut vraiment rentrer dans cette culture de test. En ce sens, on est complètement aligné avec la culture du gros hacking. Il existe plusieurs méthodes d'évaluation qui vont être en fonction de l'état d'avancée du projet. C'est-à-dire qu'un prototype ou un site qui est en production ne va pas être évalué de la même façon, avec les mêmes outils. Donc c'est en fonction de l'état d'avancée du projet et puis en fonction de ce qu'on cherche à mesurer. Et enfin, c'est complètement compatible avec les méthodes agiles. Voilà. Vous avez des questions? C'est la fin de journée, là, donc... En fait, il faut que je te donne l'autre métro. Oui, j'avais une question sur l'évaluation de l'UX. J'avais vu je ne sais pas si vous connaissez justement le Earth Framework de Google sur l'évaluation UX. Et si vous le connaissez, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une très bonne question. En fait, c'est une question d'expert. Je connais là quelqu'un qui travaille dans le domaine. Le framework Earth, donc, c'est proposé par Google Venture, qui est, vous savez, le bras armé de Google qui investit dans des startups, donc qui a été mis au point pour évaluer l'expérience utilisateur de façon globale. On l'a testé sur plusieurs projets. C'est assez complexe à mettre en œuvre. C'est-à-dire que conceptuellement, c'est compliqué et en réalité, ça reprend différents axes qu'on peut utiliser. C'est comparable avec le framework AR. Ce qu'on en retient, nous, c'est qu'il ne faut pas chercher à évaluer les 5 axes en fonction du projet qu'on fait, en fonction de l'état d'avancée, en fonction de ce qui nous intéresse. On va s'intéresser à 1, 2 ou 3 axes du framework Earth. Voilà. Mais c'est un beau travail. C'est une référence. C'est peut-être, je comprendrai si vous ne répondez pas, mais par curiosité, les taux de conversion, donc ils ont été multipliés par 3, mais on partait de combien pour arriver à combien sur cet exemple? J'ai pas de chiffre. J'ai pas de chiffre, c'est pas moi qui ai fait la mission, mais c'est effectivement Pour la partie guerrilla testing, du coup vous débarquez à 5 dans un Starbucks et vous abordez les gens. Comment ça se passe? Alors, on n'arrive pas à 5, on arrive à 1 ou 2 maximum. Les conditions idéales, c'est 2. Et on est dans le café et on demande poliment aux gens. Le côté guérilla, c'est le fait que ce n'est pas préparé. Il n'y a pas eu un recrutement sur un panel. C'est fait un peu à la va-vite. Mais l'idée, c'est qu'un peu de testing vaut mieux que pas du tout. Et du coup, en tant qu'agence, en fait, j'aurais pensé que vous aviez un budget pour recruter des utilisateurs un peu plus ciblés. On l'a, mais ça dépend de l'état d'avancée du projet. Pour tester, parce qu'on fait beaucoup de guérilla testing, on en fait à la cafétéria chez nos clients sur certains projets. Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire de façon très récurrente. Et il ne faut pas que les budgets ou la logistique soient un frein. En revanche, quand on arrive à un moment de complétion où il y a eu du design, où il y a un prototype interactif, où il y a eu quelque chose de conséquent, dans ce cas, on va effectivement lancer une démarche de test plus outillée et plus robuste. Voilà. Merci. Et du coup, pour les guérilla tests au Starbucks, est-ce que vous avez, parce qu'il y a des outils pour enregistrer, est-ce que vous avez utilisé des outils pour enregistrer les utilisateurs ou il y en a un qui a pris des notes? Comment ça s'est passé un peu plus concrètement? Alors, dans la pratique aujourd'hui, il y a les deux cas, mais on utilise des outils, oui, Lookback par exemple, qui est une application qui permet de... En fait, ce qui est complètement génial, c'est que c'est comme un laboratoire de test sur téléphone mobile, c'est-à-dire que si on a un petit prototype, ça va permettre d'enregistrer le film écran, ça va permettre d'enregistrer le visage de l'utilisateur avec la caméra et aussi le son. Donc voilà, ça permet d'avoir quand même un peu d'enregistrement, mais ça ne doit pas être un frein.
C'est un frein pour les utilisateurs de... Vous leur dites, du coup, qu'ils sont enregistrés? Ouais. Et c'est pas trop un frein? Non, si ça gêne la personne, on va trouver quelqu'un d'autre. Okay. Les gens sont en général plutôt contents de participer à l'innovation, d'être impliqués, et on leur demande leur avis, ils aiment bien ça. D'accord. Merci.